Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour notre rendez-vous hebdomadaire de la rubrique sport sur Rodage 24. Et comme toujours, je suis avec mon consultant, Madou Aligny. Bonjour Monsieur Madou. Bonjour Monsieur Hospice, comment vous allez? Merveille. Ok, très heureux de vous retrouver une fois encore. Je suis très heureux également. Comme chaque fin de mois, on va entamer notre nouvelle foire à questions. Et les questions, elles sont là et n'entendent que vous. Monsieur Madou Aligny, j'espère que vous êtes prêt. Oui, prêt. Si la régie est prête également, alors allons-y, on se retrouve tout à l'heure. Première question de notre foire à questions. Cette saison particulière avec la Coupe du Monde en hiver ne va pas peser dans les pieds des joueurs? Non, je ne vois pas totalement des difficultés lors de la Coupe du Monde qui arrive bientôt en novembre pour les joueurs. Non, il n'y aura pas de difficultés telles que les joueurs ont déjà maîtrisé le climat en hiver. Donc tout ça là, je ne crois pas que cela peut peser sur leur performance. Je ne parle pas des performances des joueurs dans la Coupe du Monde. Oui. On est d'accord que la Coupe du Monde, c'est souvent en été après. Bon, voilà. Maintenant, c'est en pleine saison. Voilà. Et là, c'est la Coupe du Monde en pleine saison. On rend les championnats, on joue la Coupe du Monde, on reprend les championnats. Oui. Déjà en mai 2023, ce sera très très lourd dans les jambes des joueurs. Oui, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile vu que les joueurs sont en compétition, ils sont en championnat et il y a aussi la Ligue des Champions. Donc ça fait une troisième compétition qui vient s'ajouter à leur parcours. Donc c'est pas facile, mais c'est à eux de s'adapter comme ils le jouent d'habitude. Il y a certaines, quand on prend l'exemple d'un certain Messi, Cristiano Ronaldo, les Neymar, ils ont une fois vécu ça. Donc c'est une adaptation en fait. Tu vois, Cristiano, Messi, Ronaldo, ils ont vécu la Coupe du Monde en hiver, c'est ça? Oui, ils ont. Non, je ne parle pas. Je ne dis pas qu'ils ont vécu la Coupe du Monde en hiver, mais plutôt jouer une Coupe du Monde, c'est-à-dire une Coupe du Monde qui s'ajoute à 3 compétitions, le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde elle-même. C'est pas facile, tu vois. Donc il faut des performances exceptionnelles, des performances il faut un physique quoi pour pouvoir s'adapter. C'est pas facile. Il y a certaines même déjà il y a des joueurs qui n'ont pas pu rejoindre leur sélection pour cause de blessures. Tu vois, donc déjà avec ce climat-là, c'est un peu difficile pour les joueurs. Donc c'est dès maintenant qu'ils vont s'adapter eux-mêmes, de revoir leur hygiène de vie, leur alimentation, tout ça là pour pouvoir les favoriser pour pouvoir jouer cette Coupe du Monde qui arrive bientôt. Question numéro 2. Pourquoi Mbappé se rebelle contre certaines décisions collectives de l'équipe de France et du PSG? En photo, pour les publicités, etc. Oui, ça c'est une décision personnelle. Vous savez, chaque joueur. Excusez-moi de vous couper. Oui. Décision personnelle, puisque tu es sous contrat, tu es contraint à certaines obligations. On est d'accord? Donc, si chaque joueur veut prendre des décisions personnelles, ce serait ce serait du désordre. En fait, moi j'ai été un peu étonné vis-à-vis de l'attitude de M. Kylian Mbappé, du fait qu'il refuse de prendre photo. Du fait qu'il refuse de prendre photo, c'est-à-dire accompagné de certaines marques. Mais bon, c'est un peu aberrant de le voir ainsi dans une équipe, le voir lui seul prendre une décision, dire que non, lui ne va pas participer à une séance de photo. C'est un peu bon. En tout cas, je ne suis pas le président de la fédération française pour lui juger, mais seulement que c'est pas du tout bien. Il allait accepter prendre la photo et donner ses raisons, dire que non, prochainement cela ne se passera pas comme ça. Mais bon, il a pris une décision, donc on n'a rien à dire. La décision a été déjà prise, donc il va falloir lui et son président de négocier entre eux. Et cette question, elle va vous plaire. À voir comment le Real s'en est sorti après la blessure de Benzema. On peut dire que l'équipe peut tout gagner, même sans lui.
Oui, oui. Et déjà, quand vous construisez une équipe avec le collectif, bon, cette équipe, elle n'a pas nécessairement besoin d'un avant-centre pour pouvoir gagner. Déjà, quand il y a le collectif et les joueurs ne se basent pas sur leur individualité, ça marche très bien. Ça marche très bien. Quand on fait un petit recours en arrière du côté du FC Barcelone dans les années 2006-2007, vous allez voir que même s'ils n'ont pas d'avant-centre, ils arrivent à gagner les matchs. Pareil pour le Real Madrid actuellement. Du fait que Carlos Ancelotti, le coach italien, il a pu redynamiser cette équipe, il a pu créer du collectif au sein de cette équipe du Real Madrid. C'est suite à cela qu'on voit aujourd'hui que l'absence de Karim Benzema ne pèse pas énormément sur cette équipe du Real Madrid. Ils arrivent à glaner les points facilement. Question sur un autre attaquant, Aubameyang. L'ancien attaquant gabonais du Barça. Aubameyang peut réussir à Chelsea? C'est une question. Pierre-Emerick Aubameyang, vu que ce n'est pas sa première fois de jouer en Première Ligue, il a déjà tenté l'expérience avec Arsenal sous les ordres de Michael Arteta et pu rejoindre le FC Barcelone. C'est un joueur très talentueux et qui a beaucoup d'expérience et j'espère très bien qu'il va réussir sous les ordres du nouveau entraîneur. Et parlant de réussite, il y a un joueur qui en connaît beaucoup moins ces derniers temps, il s'agit de Sadio Mané. La question sur Sadio Mané est la suivante. Sadio Mané est-il en échec au Bayern? Moi, je ne vois pas du tout un échec pour Sadio Mané, l'international sénégalais actuellement. On sait très bien qu'il y a eu une petite méforme lors de ces 4 derniers matchs avec la Bundesliga et avec le Bayern Munich. Mais bon, on ne peut pas se baser de ça pour dire que c'est un échec, c'est un fiasco total pour l'international sénégalais. Non, non, non. Plutôt, il n'a pas eu un temps de jeu comme il l'avait eu du côté de Liverpool sous les ordres de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp. Ici, c'est-à-dire la manière dont le coach l'utilise, bon, vous savez, chaque coach a son système de jeu, donc celui-ci, bon, peut-être qu'il se dit, il faut un petit peu d'adaptation, donc il ne peut pas totalement le titulariser en tant que tel, donc il faut un temps d'adaptation, donc raison pour laquelle il le met dans la rotation. Donc j'espère très bien que dans les jours à venir, Sadio Mané, il peut revenir en forme pour pouvoir entamer le reste de la saison. Voilà. Et je voulais souffler un tout petit peu, on revient tout à l'heure après le jingle. Retour sur ce plateau, ce magnifique plateau de Rodage 4. On n'a jamais eu l'occasion de le dire. On va continuer toujours avec les questions. Question numéro 6. Messi pourra-t-il revenir au Barça? Le retour de Lionel Messi, la porte n'est pas totalement fermée pour lui. C'est une légende du club, c'est une légende qui a marqué son empreinte. Donc il a le plein droit de revenir quand il veut. Il peut revenir en tant que cadre du club, tu vois. C'est pas nécessairement un joueur. Il peut revenir en tant qu'un cadre. Donc Lionel Messi, les portes sont grandement ouvertes pour lui au FC Barcelone, vu ce qu'il a réalisé pour ce club, vu ce qu'il a construit pour ce club. Ansu Fati pourra finalement louper la Coupe du Monde au vu de son niveau actuel? La présence d'Ansu Fati à la Coupe du Monde, c'est un peu inquiétant pour lui, vu qu'il n'a pas été sélectionné par Luis Enrique pour la Ligue des Nations. Oui, pour la Ligue des Nations. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant pour un jeune joueur comme lui, qui compte peu de sélections à son compteur. C'est aberrant. Donc, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir et surtout qu'il revienne en forme. Bon, je ne connais pas les décisions de Luis Enrique, mais bon, je vois un certain Ansu Fati qui est un peu en forme, qui est revenu en forme. Normalement, il devait être sélectionné, même s'il ne devait pas le titulariser, il devait le mettre dans la rotation, vu que la Coupe du Monde elle est proche, comme cela, pour lui donner une bonne forme. Voilà, donc j'espère très bien qu'Ansu Fati sera présent à la Coupe du Monde prochaine. Et parlant d'un autre attaquant qui est en méforme en ce moment, il s'agit de l'attaquant européen de Liverpool, Darwin Núñez. Justement, la question est la suivante. Darwin Núñez à Liverpool, erreur de casting? Est-ce que Liverpool s'est trompé de choix? Darwin Núñez, l'international uruguayen, non, je ne pense pas que Liverpool s'est trompé de choix. Du coup, vu son arrivée à Liverpool, il a fait un peu de merveille. Mais actuellement, vous savez, ce n'est pas tout joueur qui peut maîtriser totalement une saison, c'est-à-dire jouer une saison complète sans avoir de blessure.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Actuellement, il est blessé. Vous m'excusez, non, je suis en train de... C'est une question que je vous pose. Non, actuellement, il était blessé, mais il est revenu. Il a un carton rouge. Oh, oui, il a reçu un carton rouge la fois dernière, mais il était blessé, il est revenu, il n'est pas encore en forme en tant que tel. Oui. Donc, ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent débuter une saison et la finir parfaitement. Il y a certaines, ils le commencent bien, mais à la mi-saison, bon, ils ne se retrouvent plus. Il y a certaines aussi qui commencent mal, mais qui terminent bien. Et il y a certaines aussi qui commencent parfaitement et qui terminent parfaitement. Donc, pour le moment, on ne peut pas se baser c'est-à-dire quelques matchs qu'il a joué là pour le juger. Non, si on se base de ça, c'est pas tout à fait normal. Il faut lui donner encore du temps, de jeu pour le juger. Et parlant de début parfait, on va parler de Valverde et compagnie, c'est-à-dire Valverde et les autres, voilà, les autres jeunes du Real Madrid. Valverde, Rodrigo, Vinicius, le nouveau trio destructeur du Real. Oui, et actuellement nous voyons un milieu du terrain flamboyant du côté du Real Madrid, la jeunesse au pouvoir, Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, c'est exceptionnel. Ce sont des joueurs qui se sont adaptés vite à la Liga, ce sont des joueurs qui se sont adaptés vite au système de jeu de Carlos Ancelotti et au système de jeu du club également. Ils sont mieux que Pedri, Gavi et Neymar. Oh non, c'est à vous de juger. Quand on voit. Je pose une question. Oui. Je vais donner la réponse c'est-à-dire en donnant des critères. Oui, des critères favorables. Quand on voit la fin de la saison dernière, ce que ce trio a pu rapporter comme titre, déjà, il n'y a plus de débat. Vous connaissez déjà le meilleur. Camavinga qui est venu tout récemment, il a rapporté une Ligue des Champions. Fede Valverde qui est venu, qui a triomphé la Liga. Actuellement, il est parmi les meilleurs milieux du terrain de la Liga. C'est pour ça, c'est plus à douter. Vous voyez, et Camavinga, l'international français aussi, qui montre des performances XL. Donc déjà, cette jeunesse, elle a beaucoup à prouver encore pour l'avenir et elle a un talent fou. Voilà. Mike Maignan, dernière question avant d'aller encore à la pause. Mike Maignan et Ter Stegen ont-ils une chance d'être les gardiens numéro 1 de leur sélection? Et actuellement, Mike Maignan, le gardien français, et Ter Stegen, le gardien allemand, ils ont une chance, pourquoi pas, vu que Hugo Lloris. Il y a Hugo Lloris et Neuer qui sont. Voilà, ils sont là, ils sont toujours là. Oui, il y a Hugo Lloris, il y a Neuer, mais je prends le cas de Mike Maignan, le gardien milanais, actuellement. C'est un joueur c'est un gardien très talentueux. Quand il est dans le but, il a beaucoup d'expérience et surtout vu aussi dans l'équipe dans laquelle, le club dans lequel il évolue. Déjà, ça donne une confiance qu'on peut, en l'absence de Hugo Lloris, il peut prendre immédiatement la place du numéro 1. Voilà. Mais on est d'accord d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, on est d'accord d'ailleurs que la saison dernière a vu Mike Maignan être le meilleur gardien de la Série A et ce n'est pas rien. Mais n'oubliez pas aussi Areola. Areola, c'est un bon gardien aussi, évidemment. Oui, justement, mais. Donc, je pense que Mike Maignan mérite plus voilà, d'être titulaire qu'Areola. Oui, exactement. Il joue à Fulham, c'est ça? Oui, il joue à Fulham actuellement. Mike Maignan, lui. On parle d'un meilleur gardien de la Série A, d'un des meilleurs gardiens d'Europe. Le gardien qui a été dans l'équipe type de la Série A et le gardien de l'équipe qui a été sacrée championne d'Italie. Oui, Mike Maignan, c'est un gardien très expérimenté, malgré son jeune âge. C'est un gardien très expérimenté qui arrive à gérer les bons moments comme les mauvais. Déjà, c'est un atout pour lui pour pouvoir convaincre Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde. On revient tout à l'heure pour les 5 dernières questions et on clôture l'émission.
Retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite, les 5 dernières questions de notre foire à questions spéciales septembre. Voilà, question numéro 11. La Juve déçoit, c'est pas une question, c'est un constat. La Juve déçoit encore cette saison. Oui, la Juve, la vieille dame de cette saison, elle est catégoriquement en méforme, totalement en difficulté pour pouvoir relever la tête. Elle n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. En championnat, comme en Ligue des Champions, ça ne va pas du tout. En championnat, ils ont joué. 2 défaites en Ligue des Champions déjà. Oui, 2 défaites en 2 matchs et surtout en championnat, ils sont dans le ventre mou du classement. Donc c'est un peu aberrant pour les hommes d'Allegri actuellement. Donc on attend encore. Mais c'est pas les talents qui manquent. Hein. Il y a Di Maria qui est il y a Di Maria, il y a Vlahovic. Certes, Morata est parti, mais voilà. Il y a des joueurs. Mais qu'est-ce qui manque exactement à cette équipe? Bon, cette équipe, j'espère très bien qu'il manque elle manque beaucoup de lucidité et surtout beaucoup de complicité entre les joueurs. On ne voit pas une bonne combinaison marcher comme on le voit du côté du Real Madrid, comme on le voit du côté du Paris Saint-Germain. Non, ça ne se passe pas là-bas comme cela. Donc, actuellement, normalement, le travail même, c'est à l'entraîneur. C'est à l'entraîneur parce qu'il a les meilleurs joueurs à sa disposition. C'est à lui de pouvoir les gérer, c'est à lui de chercher les atouts pour pouvoir gagner les matchs. Avoir un certain Di Maria, Vlahovic, Joao Cancelo et autres, bon, pourquoi pas ne pas gagner les joueurs Cuadrado, le Colombien. Déjà, il devrait... Voilà, donc déjà avec ces grands joueurs, ils devraient glaner les points et occuper un bon rang dans le top 5 de la Série A. Et hors question, petit constat, il y a un joueur qui a encore déçu ce week-end, le week-end dernier, c'est Sergio Dest qui est rentré en jeu, il a fait un penalty pour l'équipe du Milan AC. Voilà, on donne raison à Xavi de ne pas le titulariser. C'était une parenthèse, ce sont juste des guillemets. Alors, question numéro 12, cette question va vous plaire. Pronostic dernier carré Ligue des Champions cette saison. Le Real Madrid, oui. Le pronostic dernier carré de cette Ligue des Champions cette saison. La demi-finale, moi je vois Real Madrid jouer contre une équipe de Manchester City et le Paris Saint-Germain jouer contre une fameuse équipe du FC Barcelone de Xavi. Ok, oui. Merci. Et le Bayern, vous le mettez où? Liverpool, Chelsea peut-être? Oui, mais certes, il y a le Bayern Munich, mais bon, selon mes pronostics, moi j'ai donné selon mes pronostics, tu vois. On va parler d'un Togolais qui est plutôt pas mal ces derniers temps dans son club, Tchake Maroufa. Oui. Tchake Maroufa, 2 points, une belle patte, un bon tireur de coup franc. Est-ce qu'il peut jouer en Europe un jour, vu son âge actuel? On rappelle qu'il a 26 ans. Tchakaï Marif, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, surtout dans les coups de pied arrêtés. Il a encore mis un coup franc à la dernière minute qui a sauvé son équipe. Oh, oui, qui a sauvé plutôt son club. Son club, oui, son équipe. Voilà. Son club, oui. Quand il vient aussi en sélection, c'est un joueur qui maîtrise très bien les coups de pied arrêtés. Souvent, je l'appelle à la Messi. C'est à la Messi, souvent, c'est un joueur qui arrive à maîtriser les coups francs, c'est-à-dire qui reçut son exercice, c'est déjà fabuleux pour lui. Normalement, c'est un joueur qui mérite énormément d'aller jouer en Europe la saison prochaine. Donc maintenant, c'est le travail pour ses agents. C'est à ses agents. Déjà à 26 ans, on est d'accord que les clubs européens préfèrent les c'est pas mal, c'est pas 23 ans. 26 ans, voilà. Il va se faire il va signer un contrat de combien d'années? Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Hein. Oui, c'est justement ça qui a frappé l'attaquant togolais qui est parti de Berkane à Al Ain. Plaka Fessou. Non, pas Plaka Fessou, l'autre. Fodolaba, voilà, justement, il a tout pour évoluer en Ligue 2 ou en Ligue 1 en France, mais voilà, il avait 28 ans en ce moment, en ces temps-là. Alors là, il en a peut-être 30, je pense. Mais là, à 26 ans, quel club va accepter de signer un contrat de 5 ans, 6 ans à Tchake Marouf? Vous savez, pour la signature des joueurs à cet âge, il faut regarder déjà d'abord l'ambition du club. Si il a énormément de talent, il joue très bien, bon, pourquoi pas ne pas venir lui signer un contrat de 4 ans ou 5 ans? À 26 ans. En 4 ans, 5 ans, il y aura 30 ans. Imaginez tant soit peu un joueur qui a 26 ans et il a un talent exceptionnel, un talent fou, et vous lui signez 4 ans. Déjà 4 ans plus ses 26 ans, il aura 30 ans. Déjà, bon, je vous explique comment ça marche. Oui.
Quand un club vient en Afrique pour recruter un joueur, Oui. il recrute le joueur à bas prix, voilà, il leur signe un contrat peut-être de 6 ou 7 ans, Oui. comme ça. Il laisse le temps à ce joueur d'éclore, 2 ou 3 ans, comme ça, il les vend cher. Donc là, on est d'accord que plus le durée de contrat est long, plus ils vendent cher, ils vendent le joueur. D'accord. Là aujourd'hui, ils viennent prendre, par exemple, on prend une équipe peut-être de Nantes qui vient prendre Tchaké Marouf à 26 ans, un contrat de 4 ans, il joue 3 ans avant d'éclore. Là, il lui reste 1 an de contrat, voilà. C'est pas tout bénéfique pour le club. Vous voyez, c'est son âge, je vois plus son âge lui faire défaut. Bon, comme vous le dites, son âge, moi, en tout cas, du point de vue personnel, moi, je ne vois pas l'âge de lui faire défaut. Mais s'il continue toujours sur la même lancée, j'espère très bien qu'un grand club d'Europe peut toutefois le recruter malgré son âge. S'il continue sur la même lancée, continue sur sa bonne forme actuellement qu'on lui voit là, j'espère très bien qu'il aura la chance qu'un grand club d'Europe le récupère immédiatement. Voilà. Avant-dernière question, on va parler encore d'un joueur qui mérite un grand club. Il s'agit de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha va-t-il jouer dans un top club pour connaître le très haut niveau? On parle de très haut niveau, on parle de Ligue des Champions, voilà. Wilfried Zaha, c'est un joueur très talentueux, c'est un joueur qui arrive à sortir dans les petits périmètres. C'est un joueur aussi très bon dans les meilleurs années du monde. Oui, les Rafinha, les Dembélé, il n'a rien à envier à ces Non, il n'a rien à envier à ces grands joueurs. C'est un joueur qui est bon dans les dribbles, surtout quand on le voit sur le maillot de Crystal Palace. Attention, il est fabuleux. Donc, c'est ça, je viens d'affirmer tout de suite, ça dépend des ambitions du club. Il se peut qu'un club peut voir aussi son talent, le talent qu'il fournit du côté de Crystal Palace et il peut le recruter dans l'immédiat. Donc je ne vois pas un défaut à lui pour le moment. Une dernière question, oui. On va parler hors football. Devinez, on va parler de quoi? Le basket. On va parler tennis. Roger Federer qui va tirer sa référence dans quelques mois. Il est en train d'organiser un dernier tournoi oui. avec ses voilà, les grands joueurs de tennis de sa génération. Voilà, la question porte sur lui. Roger Federer, l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Oui. Roger Federer, on peut dire aussi, c'est pas qu'on peut dire, mais c'est un des meilleurs. Pour moi, personnellement, il est top 1. Top 1, c'est mon coup de cœur. Avant, c'était Rafael Nadal. Mais j'ai appris avant, c'était Rafael Nadal. Djokovic. Justement, mais avant, c'était Rafael Nadal. Oui. Mais j'ai appris qu'il supportait le Real Madrid. Donc, j'ai prendre Roger Federer. En tout cas, du point de vue personnel, selon moi, il est parmi les meilleurs du monde. De toutes les façons, le top 3, c'est Novak Djokovic, Nadal et Federer. Voilà, les trois, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Donc, je souhaite bon vent à lui et bonne continuation dans ce qu'il va entreprendre encore. Sinon, il a marqué son empreinte dans le tennis quand même. On profite pour faire dire votre dernier mot. Dernier mot rapidement. Mon dernier mot, c'est d'attendre, ça dit j'attends d'une façon fabuleuse le début de la Coupe du Monde au Qatar, surtout voir les Lions indomptables briller correctement sous les ordres du président de la FECA Foot, Samuel Eto'o. Moi, j'attends la reprise du championnat pour voir encore la Chavinita, le beau football. Sinon, en cette trêve internationale, je risque de m'ennuyer. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais je risque de m'ennuyer. Et c'est sûr, on va mettre fin à l'émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.